selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue dans la seconde partie de ce Bola Latina spécial Libertadores 2018. Je n'en dis pas plus, et l'on file tout de suite vers les groupes 5, 6, 7 et 8 qu'il nous reste à décrypter. Et croyez-moi, il y a du lourd. Eh bien écoutez, je vous propose d'enchaîner, de continuer et de s'attaquer au groupe numéro 5, groupe numéro 5 dans lequel il y a du beau monde puisqu'on y retrouve le Cruzeiro de Belo Horizonte, la U de Chile, le Racing, cher à notre ami Rodolphe, et Vasco. Tiens, je vais commencer par Vasco. Voilà, donc ça fait tout de suite du beau monde parce que Vasco, c'est un gros nom du football brésilien. Soyons clairs tout de suite, tels qu'ils sont partis, Vasco, cette qualification pour la Libertadores, si c'était pour faire ça, ils auraient mieux fait de la donner à quelqu'un d'autre. Parce que pour le moment, Vasco fait un début de Carioca un peu catastrophique, c'est pas terrible du tout. Ils ont failli, tu peux nous en dire un mot Thomas, ils ont failli se faire sortir par Wilstermann pendant les phases préliminaires en s'avançant pour le match retour avec 4 buts d'avance, 4-0. Ouais. C'est la preuve que vraiment jouer à Wilstermann, c'est très particulier. On avait vu avec Peñarol qui en avait pris 6 l'année dernière, avec River qui en avait pris 3. Et là, donc Vasco qui avait gagné son match aller aisément 4-0, qui s'est fait rejoindre en un quart d'heure 3-0. Ensuite, il y a eu un dernier but à 20 minutes de la fin, donc ça faisait 4-4 sur les 2 matchs. Un exclu du côté de Vasco. On s'est dit ça va être bon pour Wilstermann. Et finalement, Vasco s'en est sorti au tir au but. Il se retrouve là avec beaucoup de chance. Oui. Donc oui, en effet, donc voilà, comme tu le dis, tu le reprécises, tu nous donnes le scénario. Voilà, un Vasco qui se qualifie sans gloire, qui a perdu notamment un maître à jouer en la personne de Néné. Un mec, voilà, Néné, c'est tout à fait représentatif du gâchis que peut être Vasco. C'est-à-dire que Néné, il est arrivé en 2015 quand le club était en 2016. On est en 2016 ? Non, 2017. Pardon. Oui, non, il est arrivé en 2016 au moment où le club était en train de descendre en seconde. Non, il est arrivé en 2015, pardon, au moment où le club était en train de redescendre en seconde division. Il a failli les sauver d'une manière miraculeuse. Ça s'est joué à très peu. Il les a fait remonter. Franchement, on peut dire, parce qu'il a porté en partie l'équipe sur ses épaules, remonter en première division l'année d'après. Et l'année d'après, il y a eu des hauts et des bas. Et bien, les hauts correspondaient plus à quand il était sur le terrain que quand il n'y était pas. Et pour terminer ce gâchis de Vasco, voilà, on l'a dit, ils font un très mauvais début de saison. Le recrutement est géré de manière assez acadabrantesque. Et il y a eu des élections pour le poste de président, des élections complètement folles où il y a une urne qui n'a pas été validée avec accusation de corruption. L'urne a dû être étudiée par des experts, validée, pas validée. Enfin, c'est Vasco actuellement. C'est un peu le propre des équipes de Rio. C'est un bazar pas possible. Et voilà, pour l'instant, ils sont vraiment il n'y a rien de sérieux. Ils sont en train de saquer toutes leurs chances pour faire quelque chose d'honnête dans cette adresse. J'espère pour les supporters de Vasco, et notamment, je sais qu'ils ont un compte sur Twitter d'ailleurs, pour le compte Twitter France de Vasco. J'espère me tromper et j'espère qu'ils relèveront la tête. Mais en tout cas, en ce moment, sur le plan de la structure, c'est n'importe quoi. Au contraire, peut-être, du Racing. Alors, je sais que Rodolphe n'est pas là pour les défendre, mais est-ce que on sait qu'il y a eu beaucoup de restructuration du côté du Racing ces derniers temps, notamment avec l'intégration de Diego Milito dans ses rangs. Est-ce que le Racing est assez mal en championnat en ce moment, mais est-ce que ça fonctionne alors cette restructuration du Racing ? Le Racing revient bien justement en championnat. Il y a eu, tu l'as dit, voilà, il y a eu un vrai travail qui a été fait général. Il y avait la période Diego Coca quand il est revenu. Bon, voilà, faut le dire, ça n'a pas fonctionné.
Le Racing était vraiment pas bon. Ils ont changé le coach. Alors ils ont changé au-dessus, tu parlais de Diego Milito, mais ils ont aussi changé le coach. Ils ont fait revenir au pays Eduardo Cudê, qui avait fait un et un super boulot du côté de Rosario Central. Et très honnêtement, c'est en train de monter en puissance. Ils ont fait revenir Ricardo Centurion, tout Ricardo Centurion qu'il est, c'est-à-dire capable du meilleur comme du pire, souvent du pire et souvent du meilleur. Enfin voilà, tu peux pas miser ta saison trop sur ce joueur-là, qui est capable d'être sublime mais qui est capable d'être absolument catastrophique. Mais là, ça fonctionne. Et devant, le duo Licha Lopez, Lautaro Martinez, qui est la nouvelle coqueluche, la nouvelle pépite que tout le monde veut voir en Russie en 2018, parce que tu comprends, Gonzalo Higuaín, il est trop nul. Bon, on va peut-être un peu vite avec Lautaro Martinez, même s'il a énormément de talent. Ça fonctionne bien, Licha Lopez, Lautaro Martinez. Ils ont une jolie équipe. Cudê est en train de mettre en place un truc qui fonctionne bien. Bon, ce week-end, ils ont atomisé Olimpo, mais bon, c'est Olimpo, quoi. Je veux pas être méchant, mais Olimpo, ça, c'est pas non plus dans les équipes les plus géniales du pays. Il y a de vraies chances à jouer pour le Racing. De toute façon, eux et leurs supporters le savent. On parle d'ADN, on va parler d'ADN tout le temps. Leur ADN, c'est la souffrance. Donc, ils savent qu'ils vont souffrir, mais que ça peut passer et que plus ils souffrent, plus leur victoire est belle et souvent elle est derrière. Donc, normalement, ce groupe-là, il est largement à leur portée. Tu l'as dit pour Vasco, voilà. Il va falloir lutter contre Laou et contre Cruzeiro, mais le Racing franchement, est un vrai candidat à la qualification, en tout cas pour les huitièmes. Ça c'est une certitude. Bah, j'allais te demander justement, tu parles de lutter, donc Cruzeiro, j'en parlerai tout à l'heure, mais lutter contre l'AU qui est qui est l'autre grand club de Chili, de Santiago du Chile, le grand rival de Colo-Colo. Qu'en est-il de l'AU? Parce que l'AU, c'est pareil, ça fait un petit moment qu'on les a pas vus briller sur la scène continentale. Ils ont une année 2017 à faire oublier. Est-ce que l'AU s'avance sérieusement dans cette compétition? Ouais. Non, c'est très sérieux là où ils ont gagné. Enfin, ils ont fait venir un homme que Thomas connaît bien, puisqu'il a lâché la Bolivie pour venir à la OU, entre el Guillermo Hoyos, et qui a vraiment, pour le coup, totalement relancé la OU. Alors, je ne sais pas comment ça a été vécu son départ d'ailleurs de Bolivie. Il les a un peu plantés et il a remis la OU directement dans le droit chemin, puisqu'il a gagné, ils ont gagné le Clausura 2017. Bon, ils ont perdu le tournoi suivant, mais ils ont fait revenir pas mal de joueurs d'expérience. Ils ont des vrais joueurs d'expérience. Je pense à David Pizarro qui est immortel avec ses 38 ans. Et ils ont du talent, ils ont du vrai talent devant. On rigole souvent parce que voilà, mais monsieur, je me suis tatoué ma barre transversale face au Brésil. Pinilla est devant, ça marche plutôt bien. On évoquait tout à l'heure Colo-Colo et les doutes justement sur le marché des transferts. Pour le coup, là où a fait un vrai coup en faisant venir le petit Vénézuélien Jefferson Soteldo. Alors si vous connaissez pas, vous allez voir, c'est magnifique. C'est un gamin de 20 ans, mais c'est incroyable ce qu'il est capable de faire. Ils ont une vraie belle équipe là où ils ont peut-être un peu moins la tradition de se foirer comme tradition que pourrait avoir plus Colo-Colo. Je les vois bien, pareil, normalement, eux, ils vont lutter pour l'une des 2 premières places. Je les vois bien s'en sortir pour le coup. Alors, je sais que je leur porte la poisse maintenant que j'ai dit ça, mais voilà, il y a un joli mélange. Il y a des joueurs d'expérience, il y a des jeunes, il y a une équipe qui a beaucoup de certitudes, qui reprend sa marche tranquillement. Et ouais, c'est solide là où, vraiment, c'est solide. Solide, et bah oui, ma foi, tu l'as très bien décrit, ça m'a l'air tout à fait solide tout ça, mais est-ce que ce sera aussi solide que Cruzeiro? Parce que c'était justement mon point aussi sur Cruzeiro. Autant Vasco, c'est c'est un bazar pas possible et c'est totalement catastrophique. Autant Cruzeiro, ils ont eu donc Cruzeiro, c'était le champion du Brésil 2013 et 2014. Ils ont eu un après doublé un peu compliqué avec beaucoup de départs. Donc une saison 2015 assez compliquée, 2016 idem, ou 2016 ils ont même passé une bonne partie en tant que relégable, et une année 2017 où le club s'est enfin relevé, alors vraiment relevé la tête, et notamment on peut le dire, porté par un homme, l'entraîneur Mano Menezes, qui est revenu aux commandes et qui a fait un boulot formidable. Et une équipe qui s'est équipée pour de grandes choses. Pour donner quelques noms, il y a bien sûr, on va commencer par un nom, c'est mon chouchou, et c'est un Uruguayen, De Arrascaeta. Ancien du défenseur, formé là-bas. Voilà, il n'y a pas de secret. Et un ancien d'ailleurs de Marseille aussi, même si c'est un peu compliqué, le petit Lucas Silva, je ne sais pas si certains s'en souviennent.
Bon, il a vraiment perdu sa cote, hein. Même là, il ne joue plus trop, mais c'était un des jeunes du titre de l'époque. Mais voilà, pour donner d'autres noms, on a Thiago Neves, qu'on a déjà vu en sélection, Raphaël Sobis, qu'on a déjà vu aussi en sélection, qu'on a déjà vu, qui est un grand nom de Fluminense, qu'on a déjà vu en finale de Libertadores avec Fluminense, il me semble, en 2013, je ne sais plus. Avec Tigres. Et avec Tigres, j'allais le dire, contre River en 2015. Et on a Sasa qui avait fait une superbe campagne avec Botafogo en 2015, même si voilà, il est blessé, c'est un peu un mec sur courant, c'est un peu comme Centurion, Sasa. Et on a ce bon vieux Fred, l'ancien Lyonnais, qui est, je l'avais dit dans les brèves, dans le premier Bola Latina, je crois, ce bon vieux Fred qui est Mineiro, qui vient de Belo Horizonte, qui a été formé à l'América Mineiro, qui est passé ensuite au Cruzeiro, qui est parti en Europe, qui est revenu à Fluminense, et après il a signé à l'Atlético Mineiro, grand rival du Cruzeiro, en disant de toute façon, j'ai toujours eu l'Atlético Mineiro dans le cœur, et en fait, quand j'étais à Cruzeiro, c'était juste pour commencer ma carrière. Et donc, Fred qui a signé directement de l'Atlético Mineiro au Cruzeiro, sans commentaire. Mais voilà, en tout cas, cette équipe de Cruzeiro, elle a fait un très très bon championnat 2017. Elle commence très bien son estadual Mineirão avec un sans faute, hein. Il me semble qu'il y a un petit match nul qui traîne quelque part, mais sinon c'est un sans faute. Ça marque bien, ça joue intelligemment. On avait rappelé que c'était une des forces du Grêmio de l'année dernière, c'est-à-dire qu'en plus du talent, ça joue intelligemment. Pour moi, le Cruzeiro, bien sûr, j'ai moins de vues que vous sur la U, le Racing, mais pour moi, le Cruzeiro est un vrai favori de ce groupe, est une vraie force de ce groupe. Eh bien, on enchaîne sur le groupe 6. Un groupe 6 qui va parler à monsieur Jérôme, puisqu'on y retrouve le grand rival de Peñarol, le groupe 6 qui est composé de Santos, le Brésilien, d'Estudiantes La Plata, du Real Garcilaso péruvien et donc du Nacional. Le Nacional, tu l'avais dit dans la présentation du championnat uruguayen, qui n'est pas dans les meilleures conditions. Non, alors qui n'était pas dans les meilleures conditions. Avant, pour commencer, c'est quand même le groupe des anciens vainqueurs de la Libertadores, hein, quand même, avec le Nacional, Santos voilà, il y a quand même des anciens vainqueurs de la compétition. Le Nacional n'était pas forcément très bien, mais ils ont réussi à se qualifier, alors que très honnêtement, on n'y croyait pas trop, hein, en passant deux tours d'éliminatoires pré-Libertadores, dont le dernier contre les Argentins de Banfield, et le premier tour contre les Brésiliens de Chapecoense. Et finalement, ils se sont qualifiés. L'effectif s'est bien stabilisé avec un nouvel entraîneur, Alexander Medina, qui a réussi du bon travail. Et donc, pourquoi pas, l'équipe est bien lancée, a gagné également ses 3 premiers matchs de championnat. Et même si on avait des doutes, c'est reparti pour un tour. Et là, ils vont pouvoir affronter dans un groupe avec qui peut se jouer, pareil, pour pouvoir jouer la qualification. Ça va être quand même une équipe extrêmement, extrêmement dure à battre, je pense, pour aller à Montevideo battre le Nacional. Toi, tu les places comment? Tu les places comme outsider ou favori à la qualification, ou au moins la première place, favori à la première place? J'ai toujours beaucoup, beaucoup de mal à nommer des favoris en Libertadores, parce qu'évidemment, à chaque fois qu'on nomme un favori, évidemment, c'est l'équipe perd le premier match et on n'en entend plus parler après. Donc, c'est toujours très compliqué à dire, mais là, je pense qu'ils peuvent faire une très bonne compétition, et c'est surtout, je pense, à domicile, ils seront extrêmement, extrêmement durs à aller chercher. Très bien, très bien. Eh bien, écoute, moi, par contre, là où je me pose la question, et on n'a pas Romain, notre envoyé péruvien, avec nous, c'est le pouvoir du Real Garcilaso, oui, je l'ai bien dit, à faire sa place dans ce groupe, parce que, voilà, tu l'as dit, Nacional a ses chances. Nacional a aussi une grande tradition, et on en parlera pour Santos et Estudiantes, c'est la même chose, grande tradition. Mais le Real Et Garcilaso, c'est un 3 club qui a équipes été... vraiment de vainqueurs de Bah oui. Libertadores. Et le Real Garcilaso, c'est un club qui n'existe que depuis très peu de temps, 2009 il me semble, mais qui est monté très vite en puissance et qui a déjà c'est sa 3e participation à la Libertadores. Donc c'est un club qui est jeune, mais qui progresse vite. Qu'est-ce que le Real Garcilaso peut tirer de sa présence dans ce groupe? Quelques rêves, j'ai l'impression. Voilà, vous l'avez dit, hein, on est en présence de 3 monstres.
Enfin, je veux dire, voilà, quand tu te retrouves avec Santos, avec Estudiantes et avec le National, club péruvien que tu es, qu'importe tes résultats, parce que Garcilaso, oui, n'a pas volé sa place en Libertadores. Ils ont fait ce qu'il fallait. Ils ont quand même perdu leur buteur, mais bon, ils ont changé d'entraîneur aussi entre-temps. Ça va être compliqué pour Garcilaso parce que Jérôme disait ça sera dur d'aller gagner à Montevideo. J'ai envie de dire que ça va être super dur d'aller gagner à La Plata parce que voilà, on va l'aborder après, mais Estudiantes, faut les bouger. Ça va être compliqué d'aller gagner du côté de, du côté de Santos. Voilà, hein, la seule chance, entre guillemets, que peut envisager jouer Garcilaso, c'est surtout de ne pas se rater chez lui. Et on va être vite servi, puisqu'il démarre à Cusco face à Santos, hein, si je me rappelle bien. Voilà, très honnêtement, je pense ça va être compliqué pour eux de nourrir des espoirs de qualification, parce que, à moins que les 3 de devant passent leur temps à s'annihiler quand ils jouent les uns contre les autres. Ce qui est une possibilité, tu me diras. Et les 3 devant, donc on a parlé du National, il y a Santos et il y a Estudiantes, le club qui avait remporté la Copa Libertadores en 2009, avec dans ses rangs un certain Verón. Mince, le prénom de Diego, non? Juan Sebastián. Juan Sebastián, oh là 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 là, mon Dieu, mon Dieu. Et qui avait gagné 3 Libertadores dans les années 60-70 avec Papa Verón. Avec Papa Verón. Donc Juan Sebastián, bien sûr, excusez-moi, blasphème, je ne sais pas le nom m'a échappé comme ça. Et Juan Sebastián, qui était sur le terrain en 2009 et qui, cette fois, on n'est pas aux commandes directes de l'équipe, mais aux commandes sportives de l'équipe. Enfin, il est devenu président, il me semble, du club. Oui. Est-ce que l'Estudiantes revient à l'échelle continentale avec de grandes ambitions? Je vais te dire, c'est comme River, c'est comme Boca, c'est comme Independiente, c'est comme Peñarol, c'est comme le National. Ces équipes-là, quand elles arrivent en Libertadores, c'est pas pour se dire, bon allez, si on s'en sort au moins avec la 3e place qui va nous reverser en Sudamericana, on sera content. Non, les Estudiantes, ils sont pas là. Tu disais tout à l'heure de beurrer des tartines, c'est ça? Ils sont pas là pour ça. Ou du pâté après. Je parlais de pâté après. Mais... Ah oui, tu parlais de pâté, ouais, mais j'ai oublié l'image du pâté. Mais bon, ouais, beurrer des tartines, c'est bien, j'aime bien. Et non, Estudiantes, on est toujours dans la longue tradition d'Estudiantes, c'est-à-dire que c'est jamais très spectaculaire, mais c'est terriblement efficace. Lucas Bernardi est arrivé aux commandes du club, il fait un joli taf. Le club est en train de remonter, mais vraiment remonter comme il faut au classement en Argentine. Ils sont pas loin du top 5. Hein. Enfin, tu vois, ils joueront pas le titre parce que Boca va jouer le titre tout seul, mais ils vont jouer des places qualificatives pour la Libertadores sans trop de problèmes. J'ai l'impression que c'est un peu le hashtag, tu vois, de cette présentation de Libertadores. C'est solide, Estudiantes, c'est très solide. Donc ça ne sera pas exceptionnel. C'est pas aussi dégueulasse que Santa Fe, faut pas abuser. Mais ils vont en embêter plus d'un. Hein. Franchement, ils vont vraiment en embêter plus d'un. Et là, pour le coup, ils ouvrent par un déplacement à Montevideo. Et là, ce match-là, il va conditionner pas mal l'avenir des deux clubs, je pense. Et il va être plus qu'intéressant. Il va être plus qu'intéressant pour ouvrir la compète. On ouvre vraiment directement avec un gros match dans ce groupe. Et oui, et donc le 4e de ce groupe, tu l'as dit, et je trouve que ça va très bien dans la continuité de ces gros clubs dont on peut critiquer certains choix sur le moment, mais la tradition historique fait que ils seront toujours dangereux dans cette compétition continentale. C'est donc le Brésilien de Santos, le club, le port de São Paulo, le club Santos, le club de Pelé, le club de Neymar, le club de Robinho, enfin voilà, un immense et surtout un multiple vainqueur de la Libertadores, la dernière étant celle de 2011 contre, pardonne-moi Jérôme, Peñarol. Et je remue bien le couteau dans la plaie. Et ce Santos, eh ben voilà, moi je suis tout à fait d'accord. C'était aussi mon point sur Santos. Ce Santos a changé d'entraîneur. Santos l'année dernière a fait une bonne Copa Libertadores en se faisant surprendre par Barcelona en quart de finale. Avait fait un très bon championnat en terminant 3e. Santos, c'est ça. Santos. Ils ont encore perdu des joueurs. Ils ont perdu Ricardo Oliveira, qui était un homme d'expérience en attaque. Ils ont perdu Lucas Lima, qui était leur meneur de jeu, gros talent au milieu, qui est parti à Palmeiras. Ils ont perdu des joueurs comme ça. Leur entraîneur est parti. Ils ont un nouvel entraîneur qui est Jair Ventura, qui avait fait de très belles choses avec Botafogo et que je trouve très prometteur, même si les débuts sont un peu compliqués. Voilà,
c'est un peu compliqué. On a beaucoup d'incertitudes devant. Le ménage a été fait. C'était un peu voilà, il y a eu beaucoup de joueurs qui sont partis. C'était un peu le problème l'année dernière. Hein. C'était l'attaque, ça marquait très peu, ça défendait très bien avec Vanderlei au but, Lucas Verissimo, David Braz, Victor Ferraz, Ezeka, champion olympique. Ça, voilà, c'est une équipe qui défendait très bien mais qui attaquait mal. Donc voilà. Et aujourd'hui, à part Gabigol qui est revenu d'Europe pour renforcer son ancienne équipe, il y a beaucoup d'incertitudes à Santos. Les débuts sont un peu compliqués pour Jair Ventura. L'équipe n'a pas encore fait de grandes recrues et a priori, ils n'en feront pas. C'est quand même une équipe qui aime bien piocher dans ses réserves pour sortir des talents. Mais, et on en revient toujours au même argument, Santos, c'est de la tradition. Et Santos, chaque début d'année, on dit ah ben oui, mais au niveau de l'effectif, ils ont perdu, ils n'ont pas recruté, etc. Et puis Santos, termine second, ils passent la phase de poule. Voilà, Santos, c'est une marque de fabrique, c'est une tradition. Santos, faut bien se rendre compte quand même dans le championnat du Brésil, c'est d'une part une équipe qui n'a jamais été reléguée, mais c'est une équipe qui n'a quasiment jamais de son histoire lutté pour le maintien. C'est-à-dire qu'autant il y a plein d'équipes qui n'ont jamais été reléguées, mais qui ont eu des phases un peu compliquées où ça frôlait, ils ont frôlé la catastrophe, où c'est passé de peu, ou voilà. Mais Santos, non. Santos, ils ont fait au pire des championnats moyens. Mais Santos, c'est ça, c'est une tradition. Au pire, on est moyen, au mieux, on est bon, et au plus grand, on est excellent. Donc Santos, comme Estudiantes, comme National, c'est des incertitudes. Mais voilà, tradition Santos, il y a fort à parier que ce sera très dur de les empêcher de se qualifier. Et tout au contraire des incertitudes, on va passer au groupe 7, si vous le voulez bien. Des incertitudes, il y a un autre Brésilien qui en a, c'est le Corinthians, c'est le groupe 7 et son groupe. Le groupe 7 avec le Corinthians qui est le champion en titre brésilien, de l'Independiente, vainqueur de la Copa Sudamericana l'an passé, des Millonarios de Bogota et du Deportivo Lara, encore un petit poussé vénézuélien. Alors le Corinthians, je vais enchaîner directement sur le Brésilien. Corinthians, des incertitudes, pourquoi ? Parce que, et on va dire que j'ai la dent dure, parce que je suis aigri, parce que l'année dernière j'avais dit qu'ils se planteraient et puis ils se sont pas plantés et puis ils ont même fait mieux, ils ont remporté le championnat. Mais Corinthians, c'est une équipe qui manque un peu de talent, qui n'a pas forcément des très très grands joueurs. Bon, voilà, c'est un groupe qui a été solidaire pour remporter le championnat l'an passé et qui, il faut le dire, a bénéficié d'un petit miracle, je trouve, qui a bénéficié de un petit miracle de réussite qui fait qu'ils ont eu une phase allée de championnat absolument folle avec une série de, j'ai oublié le nom, mais voilà, ça dépasse les 20 matchs sans défaite. C'est tout leur titre est là, mais une fois que la solidité est partie et que la réussite de Joe, notamment en attaque, est partie, Corinthians a bien failli s'écrouler et perdre le titre après avoir eu des quatorzaines de points d'avance. Donc voilà, Corinthians, ils ont perdu Joe. Ils ont à peu près le même groupe que l'année dernière. Là-dessus, on peut quand même se dire qu'ils ont certaines chances de retrouver une certaine solidité, mais ils ont perdu leur artilier, artiliero, je fais des portugaisismes, leur meilleur buteur, Joe, parti au Japon. Ils gardent un même groupe, mais est-ce que ce groupe est assez talentueux pour rééditer l'exploit de l'an passé? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Après, le Corinthians, c'est la folie. C'est un peu comme Flamengo au niveau de la folie populaire. C'est forcément porté par un public pas possible. Donc, pourquoi pas. Mais face à l'Independiente et les Millonarios de Bogota, je ne suis pas sûr. Je ne sais vraiment pas ce qu'il en sera. Je ne sais pas s'ils sauront rééditer leur exploit. Voilà. C'est ma question sur le Corinthians. 2017, ok, mais est-ce que 2018 sera du même tonneau? D'autant plus que donc dans son groupe, il y a l'Independiente, le rival du Racing, un Independiente champion anti de la Copa Sudamericana, mais qui a perdu des forces en route, qui a perdu son entraîneur Olan et qui a perdu l'une de ses pépites, le jeune Barco. Mais est-ce que l'Independiente reste un gros poisson? Il est toujours là, Olan, hein, il est resté finalement. Ah tiens, j'avais pas eu cette info. Non, il est resté, on a assuré sa sécurité à coup de renfort policier et tout, c'est magnifique, d'accord, c'est l'Argentine. je le croyais parti. Non, il est resté. Ils ont perdu Barco, mais ils ont recruté Gaibor,
C'est pas le même genre, mais il y a une touche technique assez supérieure. Enfin, pas supérieure. Barco, c'est pas le même profil en fait. Barco, c'était un provocateur. C'est un mec qui va te faire basculer un match sur un éclair de génie en dribblant 8 bonhommes. Gaibor, c'est tout dans la vista. En fait, ils ont 2 meneurs de jeu maintenant, Gaibor et Maxime Eza. Écoute, c'est une équipe qui est toujours aussi solide, qui a un peu oublié de jouer sa finale de Recopa Sudamericana face à Grêmio. Il y avait probablement mieux à faire. Ils se sont un peu, il faut le dire aussi, beaucoup tiré une balle dans le pied avec 2 exclusions totalement débiles, que ce soit à l'aller comme au retour. Mais voilà, tu vois, le match retour, par exemple, à l'Arena do Grêmio, c'est jamais très facile d'aller jouer là-bas. Ils ont joué à 10 contre 11 pendant 80 minutes, prolongation comprise. Ils ont même failli aller chercher la victoire en toute fin de partie, hein. Il y a une énorme occasion pour Independiente. Voilà, Olan a fait de cette équipe-là une équipe super joueuse l'année dernière. Ça jouait vraiment bien, hein. Independiente, on les avait en Sudamericana, ça jouait vraiment bien. Et il y a cette capacité aussi à savoir, un peu à l'Argentine, tu vois, à savoir, quand l'occasion le demande, à savoir être un petit peu plus dégueulasse, un peu plus vicieux. Ils ont fait un peu trop ça face à Grêmio, au détriment du jeu. Mais ouais, Independiente, et puis voilà, on va continuer de le dire, on en aura cessé de le dire dans ce podcast, mais on est en train de parler d'une équipe qui a gagné 7 Libertadores. On est en train de parler d'une équipe qui vient de gagner la Sudamericana, qui vise un 18e titre international pour rejoindre Boca, qui n'a qu'un objectif, c'est d'aller au bout en Libertadores. Donc j'aurais pas favori, peut-être grand outsider. Favori, je sais pas, c'est compliqué à dire à ce stade-là. Et voilà, de toute façon, c'est toujours compliqué la Libertadores, surtout quand maintenant elle démarre en janvier, en février et qu'elle finit en novembre. C'est encore plus compliqué. Mais voilà, c'est Independiente, quoi. C'est Toujours la tradition, comme on le dit. Toujours la Ben non, mais c'est tradition, ça. mais je suis d'accord avec toi. Au niveau des forces en présence, on est un peu sur un groupe d'outsiders. C'est comme s'il n'y avait pas vraiment de favoris à la victoire finale de la compétition. Pour l'Independiente, bien sûr, oui, 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 mais voilà, c'était la Sudamericana l'année dernière quand même. Ouais, c'était la Sudamericana. Mais c'est ça. C'est-à-dire que c'est des équipes qui, normalement, historiquement, et sont très souvent, voire presque toujours, taillées pour aller presque au bout ou pas loin. Tu vois, ça va se jouer sur un quart ou une demi. Donc là, si on doit analyser la phase de groupe en tant que telle, de toute façon, dans ce groupe-là, Independiente doit sortir de ce groupe-là. Il y a pas, vu les forces en présence dans ce groupe, Independiente doit sortir de ce groupe-là sans trop de difficultés. Et c'est aussi l'avis de Pierre Gerbeau, puisqu'on retrouve un Colombien ici, et que, comme je l'ai fait avant, je vais vous donner l'avis de Pierre. On pourrait faire un petit jingle, l'avis de Pierre, sur les clubs colombiens, en l'occurrence, donc les Millonarios de Bogota. Eh bien, il est à peu près du même avis en termes de côté outsider, puisque pour lui, les Millonarios de Bogota vont se battre pour la 3e place avec le petit Lara vénézuélien. Celle qui semble le plus dans leur corde, donc le Lara, dans ce groupe, où pour lui, Independiente est au-dessus de tout le monde. Il admet d'ailleurs ne pas connaître vraiment le niveau du Corinthians, mais je suis assez d'accord avec lui. À suivre pour lui, évidemment, c'est Fariñez qui va disputer pour la première fois la phase de poule de la Libertadores. Fariñez qui est un jeune espoir vénézuélien aussi, et même si il venait assez pour lui, donc il conclut son avis sur les Millonarios en disant que s'il venait à sortir du groupe, si d'aventure il venait à sortir du groupe, ce club de Bogota, ça serait compliqué de viser plus haut pour la suite à partir des 8e. C'est d'accord? Ouais. Non, je suis d'accord. Ça va être intéressant. En fait, ils vont être intéressants à suivre pour Fariñez, qui va très probablement ensuite partir pour rejoindre Benfica. Et oui, ils sont un cran en dessous du Corinthians et d'Independiente. Et donc, comme il le dit, Millonarios va se battre pour la 3e place avec le petit Deportivo Lara. C'est un peu comme Monagas. Le Deportivo Lara, club vénézuélien, je ne sais pas si voilà on peut s'étendre dessus. J'avoue que je connais très peu ce club, mais oui, il est certain que ce sera aussi compliqué pour les Deportivo Lara de jouer sa pièce dans ce groupe. Ouais, l'objectif pour les autres, ça sera de pas aller perdre trop de points quand ils iront au Venezuela, ou de pas se faire piéger, parce qu'ils ont fait déjà une seule Copa Libertadores Lara, 2013, me semble-t-il. Ouais, c'est l'année où ils jouent Olympia. Et voilà, ils avaient réussi à piéger Olympia. Bon,
et ils avaient piégé Newell's aussi. Donc voilà, l'objectif c'est de pas pour les autres en fait, de pas perdre de points. Je pense que Lara va être quand même un cran au-dessous encore du Millonarios. J'ai quand même la sens, enfin, tu vois, c'est pareil, rien n'est jamais figé en football, mais si on en reste sur les impressions et le papier, et la tradition et les groupes avant le début de la phase, on n'est jamais à l'abri de surprises, hein, ça c'est ce qui fait la beauté du foot. Mais en théorie, ce groupe-là, il est plus ou moins facile à dessiner. Normalement, c'est Independiente Corinthians qui passe, Millonarios qui va assurer sa 3e place et Lara qui va essayer de grappiller quelques points. Maintenant, voilà, on verra. Mais ça semble quand même bien compliqué pour Lara. C'est difficile d'être toujours fataliste comme ça avec les Vénézuéliens, mais comme tu le dis, les résultats souvent parlent pour eux. Et quand tu regardes l'historique des clubs vénézuéliens en Libertadores, voilà. Ouais. Alors, juste un point qui est compliqué avec l'historique des clubs vénézuéliens en Libertadores, c'est que là, pour le coup, à chaque fois, c'est des nouveaux clubs depuis quelques années qui sortent. C'est-à-dire que c'est plus les historiques, les Caracas, etc. Maintenant, on a l'impression, alors c'est peut-être une impression que j'ai à titre très personnel, mais c'est que tous les ans, c'est des nouveaux clubs, quoi. Tous les ans, on a des noms, des Zulia, des noms de clubs qui sortent un petit peu qu'on connaissait pas avant et qui, voilà, qui sur la scène continentale sont pas du tout connus sinon, hein. C'est des clubs qui ont 1 ou 2, parfois 3 Libertadores et qui, voilà, c'est tout. Participation, Ouais, précise. Participation, les Libertadores. Oui, Ouais, non, mais évidemment. c'est parce que c'est aussi lié aux réalités économiques. On va pas, enfin, c'est pas la question, elle n'est pas de parler de la politique du Venezuela actuellement, mais je parle de pouvoir économique des clubs en tant que tels. C'est-à-dire qu'il n'y a plus beaucoup de véritables écarts entre les géants du pays et les autres clubs, ce qui fait que les talents, en fait, ce qui se passe, et c'est ce qui se passe dans tous les autres pays, c'est le cas par exemple en Uruguay, c'est-à-dire que quand tu as un mec qui commence à être plutôt performant, je sais pas, qui joue à Danubio, aux Wanderers ou machin, il finit très vite à Peñarol ou au National s'il saute pas vers l'Europe directement. Tu vois ce que je veux dire? Au Oui, tout à fait. Venezuela, avant, tu vois, un mec qui est plutôt bon à Monagas ou à Lara, machin, normalement, il doit être absorbé par les géants, par les Caracas, par les Táchira. C'est plus trop le cas. Et d'ailleurs, on voit des Vénézuéliens, maintenant, ils partent en masse pour les États-Unis. Il y en a beaucoup qui ont débarqué en MLS. On les voit un petit peu partout, comment dirais-je, dans d'autres clubs, même sud-américains, hein. Donc voilà, il y a aussi ce problème-là à régler et c'est ce qui fait que c'est quand même hyper, c'est ce que tu dis, c'est-à-dire qu'on n'a plus les géants, on a l'impression que chaque année, on a une nouvelle équipe vénézuélienne qui arrive. Où sont les Táchira? Où sont les Caracas? Où sont les Amora qu'on voyait assez régulièrement? Ils sont plus là et tu le vois sur le palmarès national ces dernières années. Je pense que c'est un reflet de la réalité économique du championnat vénézuélien et c'est ce qui fait aussi que les clubs vénézuéliens qui arrivent sur des compétitions comme la Libertadores, c'est pas leur faire injure, il suffit juste de regarder les groupes, quoi. C'est un peu des joueurs, c'est du novice. À chaque fois, c'est chaque année un novice. Ouais, et puis tu regardes les effectifs, Bon, franchement. mais aujourd'hui, on est sur la Libertadores et j'avoue que ce sujet sur les clubs vénézuéliens est très intéressant. Je vous propose d'en faire un sujet à part entière lors d'un autre podcast. Mais donc voilà pour ce groupe 7 et on va terminer avec le dernier groupe, le groupe 8, que je qualifierais de second grupo de la muerte. Le groupe 8 qui est composé, accrochez-vous bien, de Boca Juniors, Palmeiras, dans une moindre mesure, Alianza Lima et Junior Barranquilla. Junior Barranquilla, c'est un demi-finaliste de Copa Sudamericana l'an passé. Ils ont retrouvé un certain Théo Gutiérrez qui avait gagné la Libertadores en 2015 avec River. Je vais donner l'avis. Jingle Pedro, jingle avis de Pedro sur les clubs colombiens. Alors, Pedro dit, ils sont dans le groupe le plus relevé, à mes yeux, entre parenthèses. Pour espérer sortir de ce groupe, il ne faudra pas laisser de points à la maison et faire carton plein contre Lima. Donc lui, il a directement ciblé l'équipe à la portée. Jouable si, pour lui, voilà, Lima est jouable si le jour J, tu as un grand Yimi Chara, un grand Jonathan Alves qui est venu renforcer les rangs de Junior Barranquilla après avoir fait une super Libertadores 2017 avec les Équatoriens de Barcelona de Guayaquil, qui apparemment a du mal à commencer à s'intégrer pour le moment avec l'équipe. Après la saison passée, ils ont fait donc une demi en Sudamericana. Ils peuvent faire un coup, selon Pedro. S'ils terminent, ils peuvent faire un coup et éventuellement, voilà, au moins terminer à la 3e place. Donc voilà, pour Pierre, Junior est une équipe sur laquelle on peut compter. Avant de parler des deux autres gros, vous êtes d'accord avec ça ?
Ouais, en fait, ils ont un énorme potentiel offensif, mais vraiment. Mais il a tout dit, hein, ils ont un énorme potentiel offensif, sauf qu'on n'a aucune garantie que ce potentiel offensif, individuellement, s'exprime au même niveau, dans la même mesure, au même moment. Alors quand c'est le cas, c'est franchement très compliqué de lutter contre eux, mais c'est pas toujours le cas. Et sur une phase de championnat, donc de 6 journées, il y a aucune garantie que cette équipe-là soit capable d'être régulière et c'est ce qui peut leur causer beaucoup de tort. Surtout qu'on va le voir, ils vont jouer des habitués. Voilà, sur le papier, c'est une vraie belle équipe qui va jouer au minimum la 3e place. Voilà, la grande question, c'est vraiment leur régularité. Je pense que c'est la plus grande interrogation à poser sur cette équipe-là. Il y a toujours beaucoup d'espoir, avec le Tiburon, mais c'est souvent un petit peu la douche froide parce que, ils vont parce que tu vois, il dit et Pierre le dit, tu vois, il te dit: «Il faut qu'ils fassent le plein face à l'Alliance Salima». Ça ne veut pas dire qu'il les voit faire le plein, mais c'est que c'est vraiment la base. C'est qu'on n'est même pas sûr qu'ils vont faire le plein contre l'Alliance Lima parce qu'ils sont capables de se foirer contre l'Alliance Lima. Ils sont capables de taper Boca et derrière d'en prendre 3 contre l'Alliance Lima. Tu vois, on en est là avec Runiora. Donc voilà, la grande question, la seule question qui se pose avec eux, c'est leur régularité. Mais effectivement, c'est une belle équipe, une vraie belle équipe. Bah, Il va l'Alliance falloir, Salima, qu'ils grandissent un peu, Junior. Ah oui, ah oui. Ah oui, si, elle est pas mal. Et donc, en parlant de l'Alliance Salima qui a une année 2017 continentale à faire oublier, un peu comme tous les clubs péruviens, tu me diras, l'Alliance Salima qui fait office de petit poussé dans ce groupe, même si c'est pas un petit poussé à l'échelle continentale, hein, c'est pas un petit club, l'Alliance Salima, mais c'est sûr qu'à côté des 3 autres, ils font un peu pâle figure. Quelles sont les chances de l'Alliance Salima dans ce groupe, dans ce panier de crabes? Écoute, l'Alianza Lima, quand même, ils ont pas une belle campagne de l'année dernière. Quand tu te prends Independiente au premier tour de ta Sudamericana, forcément, c'est compliqué, quoi. Donc, tu vois, voilà, et ils perdent que d'un but face à Independiente. Bon, ils ont énormément souffert, surtout au match retour, mais ils auraient pu aller. Je me souviens des 2 matchs. Ils auraient pu faire un coup, hein, en Argentine. Bon, bref, mais bon, quand tu tapes Independiente, c'est compliqué. Ils ont un entraîneur que Jérôme connaît très bien, Ben Goetchea, et il peut t'en parler. Il sait construire des équipes. Il a ramené cette équipe-là vers les titres. Ils ont quand même gagné le titre au Pérou en nous privant, entre guillemets, d'une finale, puisqu'ils ont gagné les 2 tournois. Donc, franchement, ils sont dans une situation où ils n'ont pas grand-chose à perdre, parce qu'ils ont des monstres face à eux. Ils ne sont pas dans la même situation que le Real Garcilaso, parce que tu l'as dit, c'est une équipe historique, c'est une équipe qui a une tradition, l'Alianza Lima. Écoute, voilà, on va voir. Je les vois. Je ne vais pas te dire qu'ils vont jouer les 2 premières places. En prenant ce qu'on a dit sur les Colombiens, écoute, pourquoi pas? Pourquoi pas faire un petit coup et pour eux, faire un coup, ça consisterait à doubler Junior. Le seul problème pour l'Alianza Lima, c'est qu'ils vont démarrer d'entrée par Boca. Compliqué, compliqué. Tu le dis, l'Alliance Lima qui a peut-être un rôle d'arbitre à jouer dans ce groupe 8, un arbitre de boxe, puisque là, on a littéralement 2 poids lourds dans ce groupe 8, en l'occurrence Boca, le Boca argentin, et Palmeiras. Alors Palmeiras, on va terminer, on va garder Boca pour la fin. Palmeiras, Palmeiras, c'est le champion du Brésil 2016. C'est le dauphin de son championnat en 2017. Et honnêtement, c'était le gros favori. Ici, comme je l'ai dit, et je fais pas le rageux du tout, si le Corinthians n'avait pas eu cette espèce de flèche rouge de PES lors de la phase aller, il y a fort à parier que Palmeiras aurait été champion. Voilà. Palmeiras a subi 2 choses en 2017, c'est de se chercher pendant une partie du championnat et de se saborder à certains moments, et d'être tombé sur un Corinthians on fire pendant une vingtaine de matchs, toute la phase aller, donc complètement intouchable. Mais sans ça, voilà, Palmeiras termine avec une meilleure attaque du championnat. C'est resté un gros club, d'autant plus qu'ils n'ont pas perdu de joueurs. Ils se sont renforcés. Voilà, c'est un club très riche qui bénéficie d'un sponsor, Crefisa, qui allonge les billets pour acheter des joueurs. Et acheter des joueurs, l'année dernière, ils avaient acheté l'attaquant colombien Borja, du coup, avec l'accent hispanophone, en provenance de l'Atlético Nacional, Borja, qui avait gagné la Copa Libertadores 2016, qui avait eu du mal à s'adapter en 2017, mais là qui reprend
très bien il a presque, on n'est pas sûr du 100% de réussite, mais voilà, il marque beaucoup de buts en ce début de championnat de Paulista. Donc voilà, il a enfin retrouvé le chemin, les clés de son talent, le chemin des filets. Doudou, le capitaine, est toujours là. On a toujours Tchétché, Moïse. On a toujours Felipe Melo qui a remis les gants de boxe parce qu'il avait été écarté un moment, mais là, voilà, il a été réintégré au groupe. Mais il a dit qu'il se calmerait. Il a dit qu'il voulait plus de bagarre, etc. et tout. Et on a recruté du lourd, puisqu'on a allé tout simplement recruter Lucas Lima, le meneur de jeu de Santos. On a recruté Gustavo Scarpa, le meneur de jeu de Fluminense. Voilà. Franchement, et on a recruté aussi le gardien champion olympique d'Everton. On a recruté Diogo Barbosa, le latéral du très bon Cruzeiro que j'ai dit l'année dernière. Voilà, un très très bon joueur que Diogo Barbosa. Pardon. On a recruté Marcos Rocha, qui était une des pièces maîtresses de l'Atlético Mineiro, qui a gagné la Libertadores en 2013. C'est une très très grosse équipe qu'on a là, mais il y a une incertitude, c'est Roger Machado. Roger Machado, c'est l'entraîneur de ce Palmeiras, qui a pris ses fonctions dès le départ, qui avait été recruté sur la dernière journée du Brasileirão l'année dernière. Roger Machado, c'est un jeune entraîneur sur qui on mise beaucoup, sur qui les médias brésiliens pensent avoir là une sorte de Pep Guardiola brésilien, quelqu'un qui a une réputation de faire très bien jouer, de montrer des très belles équipes. Et c'est notamment lui, même s'il y a beaucoup de travail à imputer à Renato Gaúcho, le groupe de Grêmio, champion de la Libertadores 2017, champion de la Copa do Brasil, a en partie été formé par Roger Machado, faut pas l'oublier. Après, Roger Machado, il avait fini par se planter à Grêmio, il avait fini par se planter ensuite à l'Atlético Mineiro, même s'il avait été plébiscité par ses joueurs. Est-ce qu'il va, une fois encore, se planter à Palmeiras? Ça, c'est la grande question. Palmeiras qui a vraiment les grosses clés, les clés en main, les clés du camion, d'un très gros camion. Mais reste à voir si Roger Machado va enfin réussir à faire parler tout le bien qu'on pense de lui. Donc voilà, donc Palmeiras, un géant sur le papier, qui reste une équipe quand même régulière et qui a fait de belles choses l'année dernière, qui s'était fait surprendre en Libertadores par Barcelona, mais bon, ma foi, comme bien d'autres. Donc un gros, mais dont on n'a pas forcément l'entière certitude sur son parcours final, parce que, voilà, je précise sur son parcours final, parce que pour moi, je pense vraiment qu'ils ont tout pour passer ce groupe, tout comme un certain club, un très grand club argentin, en Le plus grand club argentin. Attention Après à ce que tu dis. Le grand Boca Junior, qui actuellement marche complètement sur l'eau. Oui, qui marche sur l'Argentine, Alors, après, voilà, tu vois, alors, on va oublier la blague 2 secondes du côté je suis supporter de River. Je pense que Boca est clairement le favori pour la victoire finale en Libertadores. Voilà, il faut le dire, il faut dire les choses telles Totalement qu'elles d'accord sont. là-dessus. Il faut être sérieux 5 minutes, et encore même un peu plus. Il suffit de regarder cette équipe-là, il suffit de regarder l'effectif de cette équipe-là. C'est un effectif de fou furieux, vraiment. Ils ont renforcé les lignes arrière, ils ont fait venir les 2 anciens de San Lorenzo, Emmanuel Mas et Buffarini enfin voilà, ils ont tous les postes de cette équipe-là sont doublés par des mecs qui sont soit internationaux, soit, tu vois, aux portes de la sélection pour certains. Guillermo Barros Schelotto est un super coach, ça on le sait depuis le travail qu'il avait effectué du côté de Lanús. On connaît son 4-3-3 par cœur, on connaît l'efficacité de son 4-3-3, il fonctionne à merveille. Boca est imbattable en championnat, ou presque, à quelques accidents près. Ils ont des joueurs blessés, tu vois, il suffit de regarder qui sont les blessés actuels pour te donner la démesure de cet effectif-là. Il y a 3 grands blessés actuels à Boca, c'est Fernando Gago, Pablo Pérez et Dario Benedetto. Voilà, tu les mets. Et pourtant, Boca continue de marcher sur l'Argentine sans ces joueurs-là. Voilà, ils ont Carlos Tevez qui est revenu à la maison, ils ont Christian Pavón devant à droite qui fait le taf, qu'on avait annoncé pour des sommes totalement démesurées pour le coup à Arsenal il y a quelques semaines. Oui, puisque c'était en janvier. Non, Boca, c'est un monstre. Boca, je parlais des 18 titres internationaux de Boca, justement, que voulait atteindre Independiente. Boca, lui, a un rêve, c'est de rejoindre Independiente en remportant sa 7e Libertadores.
Ils n'étaient pas là l'année dernière en Libertadores. La dernière fois qu'ils y étaient, c'était en 2016. Ça s'est fini en demi-finale, battu par la surprise Independiente del Valle, qui avait battu. Voilà, c'était le principe d'une surprise. Elle avait battu presque tout le monde. Très honnêtement, même connaissant les forces de Palmeiras, je pense qu'on est dans une autre dimension avec Boca. On est un cran au-dessus, un vrai cran au-dessus. Voilà, pour moi, Boca est intouchable dans ce groupe et limite presque intouchable dans la Libertadores. Dans ce groupe qui a beaucoup de grosses forces, hein, comme on vient de l'expliquer, j'ai la sensation de cette image un peu de cartoon où on a une espèce de monstre, par exemple de très gros poisson qui arrive, qui fait peur, qui a des grandes dents. On a un peu peur, et puis il y a un autre gros poisson encore plus gros qui arrive et qui le mange. Et puis on se dit c'est encore. Et puis il y en a encore un plus gros qui arrive, et puis là il y en a un gigantesque qui arrive et qui bouffe tout le monde. Et c'est Boca, voilà, c'est un peu les poupées russes, mais c'est Boca, je suis totalement d'accord avec toi. S'il y a des monstres dans cette Libertadores, Boca c'est le sur-monstre, c'est un blockbuster, c'est assez hallucinant. D'autant plus que tu l'as dit. Tu penses au-dessus Boca Juniors au-dessus de Palmeiras, je pense que c'est aussi le cas, d'autant plus que Palmeiras n'a pas forcément, on a beaucoup parlé de tradition dans ce podcast. Palmeiras, c'est un grand club de tradition, un gigantesque club, c'est le club le plus titré du Brésil à l'échelle nationale, mais à l'échelle continentale, c'est un club qui pêche un peu, qui n'a pas une si grande tradition que ça. Messieurs, on a fait le tour de ces 8 groupes. Maintenant, on a hâte que la compétition commence. Un dernier mot ? Écoute, qu'elle démarre cette compétition, oui, tu l'as dit, on l'attend. Elle va être énorme, je pense, elle va être vraiment énorme parce qu'on a vu en égrenant les groupes, il y a du multiple vainqueur dans chaque groupe quasiment. Il y a plusieurs groupes, soit très homogènes, soit qui ont presque des noms de groupes de la mort. Que ça démarre et vite. Et toi, Jérôme, je sens venir une bonne blague. Non, pas forcément de bonne blague, mais c'est ce qui est génial avec la Libertadores, c'est qu'on a beau avoir vu des favoris partout, des gros poissons, comme tu le disais dans ta métaphore tout à l'heure, mais en fait la vérité dans la Libertadores, c'est qu'il y a toujours des surprises, que l'équipe qui gagne, c'est pas forcément l'équipe qui a le plus gros budget, c'est l'équipe qui joue le mieux, qui s'organise le mieux, qui sait être là au bon moment, au bon endroit, ce qui fait qu'on a toujours plein de surprises, comme on parlait du Real Garcilaso, où voilà, il y a des équipes qui peuvent gagner, qui peuvent faire quelque chose. Le défenseur a battu des équipes comme Boca en Argentine. Il y a toujours des possibilités de surprise. Et c'est ça qui est génial comparé à d'autres compétitions, même si c'est pas bien de comparer, où parfois on sait un peu qui vont sortir les 2 premiers du groupe en Ligue des Champions. Et en Libertadores, je mets au défi quiconque de parier d'avoir tous les vainqueurs de chaque groupe. Et c'est ça qui est génial, et ça commence déjà la semaine prochaine. Très bien, merci messieurs. Nous n'avons pas le petit mot de la fin de Thomas Alain, puisque Thomas Alain est parti en cours de route. Mais je suis sûr qu'il aurait été tout à fait d'accord avec nous. Et moi, pour terminer, j'ai envie de dire la même chose. J'ai envie de dire que oui, j'ai envie que ça commence pour voir Palmeiras aller en finale et remporter cette Libertadores. C'est mon avis et j'en suis tout à fait convaincu. Écoutez, merci messieurs, à la prochaine. Merci à tous de nous avoir suivis sur ces 2 volumes de Bola Latina, ces 2 tomes, pour cette 4e émission. Et n'oubliez pas de venir nous solliciter sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Bola Latina. Salut les amis!